Man, oh man, oh Mansfield. Jane Mansfield, that is. C'est un portrait que nous vous présentons aujourd'hui, dans la continuité du précédent, celui de Jean Harlow. Découvrez l'histoire de cet autre sex symbole qui a longtemps rivalisé avec Marilyn Monroe, celle qui, comme elle, terminera sa vie dans des circonstances tragiques. Icône déchue, noyée dans l'alcool et les psychotropes, découvrez aujourd'hui le destin tragique de Jane Mansfield. Nous postons de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous. Un célèbre critique de cinéma a dit en 1967 de Jane Mansfield, sa vie personnelle a surpassé tous les rôles qu'elle a pu jouer. Vera Jane Palmer est née en 1933. C'est la fille d'une famille bourgeoise d'origine anglaise installée aux États-Unis. Et comme beaucoup d'enfants, la petite Vera rêve de suivre les pas de son idole, Shirley Temple. C'est ainsi qu'elle s'initie dès l'âge de 12 ans aux danses de salon. En 1949, à l'âge de 16 ans, alors qu'elle est encore une étudiante populaire, elle rencontre Paul James Mansfield, lui aussi étudiant et lui aussi extrêmement populaire, qui deviendra d'ailleurs son époux l'année suivante. Elle est déjà enceinte à ce moment et donne naissance à une petite fille du nom de Jeanne Marie Mansfield. Certaines sources affirment que Paul ne serait pas le père de la petite Jeanne, mais qu'elle est en réalité le fruit d'un viol, mais impossible de confirmer ou d'infirmer ça. Quelques mois plus tard, en novembre, n'ayant pas abandonné ses rêves d'actrice, tout en assurant d'ailleurs son rôle de mère, elle décide de suivre des cours dans une école d'art dramatique à Dallas, tout en étudiant le théâtre et la psychologie à l'université. En effet, si Vera Jane a un physique pour le moins avantageux et qu'elle jouera sur cette image de jeune ingénue, elle n'en est pas moins une femme très intelligente, dotée d'un QI impressionnant de 163. Pour vous donner un ordre d'idée, le QI d'Einstein était de 160. Elle est particulièrement cultivée, donc, parle 5 langues, joue à la perfection du piano ainsi que du violon. Donc si elle représente a priori un cliché, elle est en réalité loin d'en être un. À peu près à cette époque, en 1952, Paul, comme beaucoup d'hommes, est appelé à servir l'armée, direction la Corée, le pays est en guerre. Il y restera 2 ans, et on ne va pas se le cacher, ça arrange les affaires de Jane, qui jouit d'une certaine liberté. En 1954, 2 ans après, il est de retour, mais la relation du couple est conflictuelle. Paul ne supporte pas les rêves de gloire de Jane, la soupçonne d'être infidèle, et c'est ainsi que chacun demande le divorce. Paul fera état d'une, je cite, cruauté mentale que lui infligerait Jane et demandera même la garde exclusive de leur fille. En parallèle, toujours, Jane participe à de nombreux concours de beauté qu'elle gagne, la plupart du temps. Elle, qui est brune de nature, décide de se colorer les cheveux en blond platine, devenant plus tard l'une des premières bombes blondes d'Hollywood avec Marilyn Monroe, Van Doren ou encore Diana Dors. Même si vous savez aujourd'hui, si vous avez regardé le précédent portrait sur notre chaîne, donc celui de Jean Harlow, que ce sont loin d'être les premières. En 1954, au moment du début de la procédure de divorce, elle part avec sa fille tenter sa chance à Hollywood, mais dur de se faire une place au soleil. Ses auditions auprès de la Paramount et Warner ne donnent rien, et c'est ainsi que pendant 2 ans, elle sera cantonnée à des rôles de femmes plantureuses dans des séries Z minables. Ce sont surtout ses courbes affriolantes qui attirent, et elles ne manqueront pas d'attirer 2 ans plus tard la 20th Century Fox, qui lui fera signer en 1956 un contrat de 7 ans. Ce sera leur Monroe bis, avec ses impressionnantes mensurations, 102 tours de poitrine, 53 de taille et 91 de hanche pour 1m68. Ils veulent la façonner comme le digne successeur de Marilyn Monroe. D'ailleurs, elle reprendra la manière qu'a Marilyn de parler, avec sa voix exagérément fluette et enfantine, elle qui a un accent texan et une belle voix rauque de nature. Do you know any words at all? Oui, I'm learning now to speak French. In fact, I'm carrying my little book with me, livre, all the time. And I because I started studying about 2 weeks ago, and I'm only on the first or second lesson, but I'm première leçon. Vous avez commencé il y a seulement 2 semaines. And I'm just learning simple words like
la boîte, le papier, la clé, oui, c'est le livre. Précisons que par le passé, les femmes étaient représentées au cinéma par de jolies femmes asexuées et virginales, et c'est donc une toute nouvelle tendance qui arrive. Un stéréotype envahit les écrans, celui de la femme blonde, muette, hyper sexualisée, à forte poitrine, un genre de mauvaise fille un peu bébête et incapable de comprendre la vie du quotidien. Dans la vie privée de Jane, tout va pour le mieux. La même année, le 13 mai 1956, elle rencontre Mickey Hargitay. C'est un culturiste qui a été élu l'année précédente Mister Univers et qui est sur les planches, d'ailleurs, lui aussi. Il lui fait la même année une demande de mariage grandiloquente, accompagnée d'une bague à plus de 200 000 $, soit 5 000 $ de l'époque. Mais problème, Jane est toujours en procédure de divorce avec Paul, donc le mariage attendra. À la fin de l'année 1956, le film The Girl Can't Help It sort et c'est un véritable carton. Comme rarement d'ailleurs, la Fox en a connu, pulvérisant même les chiffres du film célébrissime « Les hommes préfèrent les blondes ». L'année suivante sort The Wayward Bus, le succès est certes modéré, mais dans cette comédie dramatique, Jane va s'illustrer au point de remporter un Golden Globe. Elle tournera également aux côtés de Cary Grant, Kiss Them For Me, en 1957, etc., etc. Je vous passe la longue liste de films qu'elle tournera en peu de temps. Dans la vie privée, son divorce sera enfin prononcé en 1958, et Paul, donc, souvenez-vous son premier époux, n'aura pas la garde exclusive de l'enfant, qui restera en dehors des visites avec sa mère pour le plus grand bonheur de Jane, qui mène donc de front à la fois son rôle de mère et sa carrière d'actrice. Et quelques jours seulement après l'officialisation du divorce, elle épousera enfin Mickey Hargitay. Le mariage fera grand bruit, elle, qui adore le rose, porte une robe rose moulante, couverte de strass et de paillettes. Le couple, très populaire, fera souvent la une des journaux, sera très souvent invité sur les plateaux télé. Ils produiront un spectacle très populaire avec des tenues léopard devenues mythiques. Côté acting, elle sera cantonnée à des rôles de blonde clichés, aux antipodes de ce qu'elle aurait pu faire, mais progressivement, le public se lasse de ces blondes à forte poitrine. Elle sera de moins en moins sollicitée et dès 1959, elle sera prêtée 2 ans à des productions étrangères. Elle tournera énormément avec son mari, Mickey, avant de progressivement être évincée jusqu'à être remerciée par la Fox au profit de leur résidente phare, Marilyn Monroe. La Fox ne croit plus en Jane, ses grossesses successives l'empêchent de tourner pas mal de rôles, et peu à peu, sa carrière cinématographique décline. Si le cinéma lui tourne progressivement le dos, Jane Mansfield n'en reste pas moins très populaire. Si beaucoup n'ont jamais vu aucun de ses films, pour autant, tout le monde la connaît. C'est un véritable sex symbole et l'une des plus grandes stars de sa génération. C'est une femme d'affaires volontaire et populaire, surtout qu'elle a des factures à payer pour maintenir son train de vie exorbitant, entretenir par exemple son célébrissime manoir rose et payer ses employés implique qu'elle doit gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'elle arrive à faire. Elle se donne du mal et pour remplir les caisses, elle doit petit à petit ravaler sa fierté. Elle fait des tournées miteuses partout en Amérique. Elle est là, aguicheuse, avec sa voix de bébé, à bout de souffle, comme le veut la formule consacrée, toujours empruntée à Marilyn, d'où son image populaire et sa popularité. Mais on est loin du glamour d'Hollywood. Mais financièrement, encore une fois, elle s'en sort avec brio, bien qu'elle se traîne la réputation d'être la blonde la plus stupide d'Hollywood. Même si, comme je vous le disais, c'est loin d'être le cas. Si en apparence son mariage est parfait, Jane est volage. Elle aura entre autres une brève relation officieuse avec John Fitzgerald Kennedy en 1960. C'était avant qu'il ait sa prétendue relation avec Marilyn Monroe et également avec Robert Fitzgerald Kennedy, d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en 1962, elle fait la une des journaux People à cause de sa relation extra-conjugale avec le producteur italien du film qu'ils tournaient ensemble, Panic Button. C'est un certain Enrico Bomba. Mickey Hargitay, homme bafoué mais amoureux, accusera publiquement Enrico de saboter son mariage.
En mai 1962, le divorce sera demandé et prononcé en 1963. Elle accusera d'ailleurs faussement Mickey d'avoir kidnappé un de leurs enfants pour avoir un arrangement financier plus arrangeant, mais en vain. Et c'est d'ailleurs accompagné de son tout nouvel amant de l'époque, le chanteur Nelson Sardelli, qu'elle viendra pour signer les papiers du divorce, pas très classe. Dans la foulée, précisons que tout ça se passe dans un très court laps de temps, toujours en 1963, on la persuade d'apparaître nue à l'écran dans Promises, Promises. C'est la première actrice grand public qui apparaît nue à l'écran, ce qui va en choquer plus d'un. Et d'ailleurs, les photos du making-of, elles seront diffusées dans un tout nouveau magazine qui fait sensation à l'époque auprès d'un large public masculin, le fameux magazine Playboy. Mais toujours dans la foulée, comme elle découvre qu'elle était enceinte sans le savoir de son ex-époux, Mickey, et comme c'est très mal vu d'être une mère célibataire et que ça risquerait de briser encore un peu plus sa carrière déjà bien affaiblie, eh bien aidée de son ex-mari Mickey, elle taira le divorce et fera semblant de toujours être mariée, et c'est ainsi qu'en 1964, elle donne naissance à la petite Martika Hargitay, que vous connaissez sûrement, d'ailleurs, surtout si vous êtes passionné de faits divers. Elle jouera le rôle d'Olivia Benson dans la série New York, Unité spéciale. Elle ira même jusqu'à falsifier la date de divorce d'avec Mickey Hargitay et y mettra le 26 août 64. C'est le mari qui aura la garde des enfants, mais les enfants vivront avec Jane. Lui ira en Nouvelle-Orléans convoler avec une hôtesse de l'air, qui deviendra sa femme, et ce n'est qu'un peu plus tard, à la mort prématurée de Jane, que Mickey viendra récupérer ses enfants. Mais précisons tout de même que consciente de tout le mal qu'elle a fait à son ex-mari, Mickey, elle s'excusera publiquement lors d'un plateau télé pour, je cite, tout le mal qu'elle lui a fait. D'ailleurs, elle refusera un rôle initialement attribué à Marilyn Monroe, Marilyn qui vient tout juste de mourir, d'ailleurs rôle qui aurait peut-être pu relancer sa carrière. Elle le refusera justement en raison de cette grossesse dont je vous parlais. Avec ses absences répétées, sa carrière est au plus bas, ne sachant plus comment faire pour attirer l'attention. Elle met plus que jamais en scène sa vie privée. Elle va par exemple rencontrer, en la présence d'une armada de photographes, un certain Anton LaVey, qui est leader de l'église de Satan. Il fera d'elle sa grande prêtresse dans un coup de com' désespéré. Elle prend encore davantage de poids, n'est plus que l'ombre d'elle-même, s'enfonce toujours plus dans l'alcool. Elle arrive souvent ivre sur scène et sous l'influence de psychotropes. Elle participe à des foires à la saucisse, par exemple. C'est un triste spectacle qu'offre celle qui est devenue cheap aux yeux des producteurs. Passée de mode, mais elle aura le mérite d'au moins toujours bien gagner sa vie et de nourrir, comme il se doit, sa petite famille. Aussi dégradant soit-il, un boulot reste un boulot pour Jane. Sans compter que sa popularité, elle, ne faiblit toujours pas. Elle continue de faire de sa vie privée un véritable show. C'est une campagne publicitaire permanente. Sa maison était sans arrêt ouverte aux photographes et elle faisait d'ailleurs plus d'apparitions que les plus grands hommes politiques et était considérée comme la célébrité hollywoodienne la plus photographiée au monde. Question amour, ce n'est guère plus reluisant. Après l'idylle passionnée avec son chanteur, Nelson Sardelli, souvenez-vous, qui était venu signer les papiers du divorce avec elle, eh bien le couple se séparera la même année en 1964. Soit dit en passant, il ne l'aura jamais épousée, contrairement à ce qu'il avait annoncé. Jane en aura le cœur brisé, elle rencontre toujours en 1964, comme pour se consoler, un réalisateur italien, Matteo Ottaviano. Le couple fera ensemble des collaborations de piètre qualité, sans budget, telles que The Las Vegas Hillbillies. Ils auront un enfant, Antonio Rafael Ottaviano, mais le couple se séparera avant même la naissance du petit garçon en juillet 65 et ils divorceront dans la foulée. Et il se murmure que c'est l'alcoolisme de Jane qui aurait eu raison de ce mariage. Ajoutez à cela ses infidélités répétées, à peine voilées. Et il se murmure aussi qu'elle lui aurait dit n'avoir été heureuse qu'avec Nelson Sardelli. L'année suivante, le 23 novembre 1966, alors que Jane visite avec son fils Zoltan le parc à thème Jungleland USA, le petit se fait sauvagement attraper au cou par un lion. Il est transporté dans un état grave à l'hôpital, il a un traumatisme crânien, se bat pour sa vie,
sera opéré 3 fois, contractera même une méningite, mais sera finalement sauvé après beaucoup d'efforts et mis hors de danger. Jane, par le biais de son avocat, portera plainte contre le parc à hauteur d'1 600 000 $, l'équivalent de plus de 12 millions de dollars de nos jours. Et cet incident, et la très mauvaise publicité qui l'a accompagné, entraînera la fermeture du parc. Jane n'est plus que l'ombre d'elle-même, ses formes généreuses autrefois adulées sont à présent moquées, il faut dire que la tendance a changé, ce sont désormais les femmes plus filiformes qui sont plébiscitées, à l'instar d'une Twiggy ou d'une Audrey Byrne, sans compter que la pauvre Jane arrive complètement droguée ou alcoolisée, ou les deux, aux événements auxquels elle participe. Elle, qui était si fière de son corps, prend toujours plus de poids. Ses prestations sexy deviennent de plus en plus vulgaires, elle se pavane dans des robes trop moulantes, peu flatteuses, dans des établissements de seconde zone, fait souvent du sein nu, et ça fera d'elle la risée d'une certaine partie de la société. Mais encore une fois, un job, pour elle, est un job. En juillet 1966, elle se met cette fois en ménage avec son avocat, celui dont je vous parlais précédemment, un certain Sam Brody. Leurs violentes disputes sous fond de drogue et d'alcool feront la une des tabloïds. Sam l'aime passionnément alors qu'elle semble s'accommoder d'une épaule sur laquelle se reposer et se consoler. Et cette idylle sera mal vue car Sam Brody était un père de famille qui était marié et sa femme, Beverly Brody, au moment de son départ, était atteinte d'un cancer au stade terminal. Et c'est à ce moment, alors qu'elle se battait contre la maladie, qu'il a brusquement abandonné les siens au profit de celle dont il était obnubilé, celle qu'il défendait et qui ne daignait, il fut un temps, même pas poser un regard sur lui. Mais Beverly, la femme bafouée, ne s'est pas laissée faire. Et même très malade, elle a aussitôt demandé le divorce et s'est moquée de la situation en disant que Jane Mansfield était la 41e autre femme de la vie de son mari coureur de jupons. À peine quelques mois plus tard, en 1967, Jane, habituée au scandale, fait à nouveau la une des journaux. Cette fois, c'est sa fille aînée, Jeanne-Marie, de 16 ans, qui accuse son compagnon, l'avocat Sam Brody, de la maltraiter et de notamment l'avoir battue. Elle avait couru se réfugier au poste de police le plus proche. Elle avait même déclaré qu'il était encouragé par sa mère à la battre. Elle sera donc placée quelques jours plus tard sous la garde de son oncle, et seulement 2 semaines après la plainte, le 29 juin 1967, alors que Jane vient de finir une énième représentation dans un cabaret minable de Biloxi dans le Mississippi, toujours ivre et bourrée de drogue, elle prend la route dans la nuit avec 3 de ses enfants qui dorment à l'arrière. Il y a aussi son chauffeur qui est au volant, ainsi que son petit ami Sam Brody et 2 de ses chihuahuas. Dans sa Buick Electra, elle doit se rendre à la Nouvelle-Orléans pour tourner un show télé le lendemain. Il fait nuit, et à cause de l'obscurité et du manque d'éclairage sur la route, et alors qu'ils roulent à toute vitesse, personne ne voit le camion devant eux qui vient de ralentir. Ce camion lui-même n'avait vu que trop tard le véhicule épandeur de pesticides qui roulait à faible allure devant lui, l'obligeant ainsi à ralentir sa cadence. Et si le camion a réussi à freiner à temps, ce n'est pas le cas du chauffeur de Jane, et c'est ainsi que la voiture s'encastre violemment dans le camion. Jane meurt sur le coup, elle n'avait que 34 ans, et il en est de même pour son chauffeur, et Sam Brody, ainsi que l'un des chiens. Un autre petit chihuahua terrifié et blessé s'enfuit dans la pénombre, et par miracle, ses 3 enfants à l'arrière ne sont que brièvement blessés. Les secours arrivent rapidement sur les lieux, ils ne reconnaissent même pas Jane Mansfield, cette icône avait pris tellement de poids qu'ils avaient de la difficulté à porter son corps. La nouvelle fera la une de tous les journaux par sensationnalisme, et d'ailleurs, à tort, il sera dit que la malheureuse est morte décapitée, or il n'en est rien, elle est morte d'un écrasement de la boîte crânienne. Son accident a tout de même permis l'installation généralisée de barres anti-encastrement à l'arrière des semi-remorques. Et pour la petite histoire, ces barres sont très souvent appelées en Amérique les barres Mansfield. Et la voiture est désormais exposée à Hollywood dans un musée.
Il sera gravé sur la tombe de celle qui adorait le rose et les cœurs un énorme cœur. Elle est morte donc prématurément, laissant derrière elle 5 enfants orphelins de mère. D'ailleurs, la plus grande, Jane Marie, dira dans la presse, 2 ans plus tard, à ses 18 ans, que son père, Paul, qui s'était battu, rappelons-le, pour sa garde à l'époque, l'a littéralement abandonnée après le décès de sa mère. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, ni même de son héritage. Chacun des autres enfants ira chez son père respectif. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi pour une autre triste histoire et samedi pour le face reveal. Enfin, désolée pour l'attente, merci pour vos messages. Les tipeurs, merci énormément. Cœur sur vous les amis, c'est juste adorable de soutenir la chaîne comme ça. Et protégez-vous. Personnellement, j'ai l'impression de toujours voir les mêmes nouvelles aux informations. J'ai pas l'impression de voir le bout du tunnel. C'est assez désespérant. Et ceux qui doivent travailler dehors, peu importe la raison, peu importe le travail, qui sont donc exposés, vous êtes nos héros. Voilà. Et pour eux, respectons au maximum le confinement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrime.